Eh bien, c'est l'instant du décryptage, l'instant de l'analyse, l'instant de la clairvoyance en direct naturellement sur Afrique Média Télévision, mais surtout dans ce programme mythique et à la limite déjà mystique pour nos nombreux lecteurs à travers le continent africain. Nous sommes le 30 mars, eh bien, nous n'allons pas déroger à la tradition qui voudrait naturellement que chaque matin, lorsqu'il est 10 heures, heure d'Afrique centrale, nous puissions faire un arrêt majeur, un arrêt conséquent pour naturellement avec nos invités avoir la quintessence, mais surtout la clairvoyance sur les grandes unes titrées naturellement par nos confrères de la presse écrite, cybernétique et même quelques journaux en ligne. Bienvenue donc à cette autre édition, sinon la dernière du mois de mars qui s'écoule d'ailleurs. Eh bien, sur ce plateau, ils sont donc deux pour m'accompagner ce matin. Le doyen d'âge, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Pierre Claver-Kodo, directeur de publication pour le magazine Horizon Nouveau. Bonjour, le plaisir renouvelé de vous avoir ce matin sur ce plateau. Bonjour Fabrice et bonjour à mon jeune confrère. Et c'est toujours avec le même plaisir que je retrouve les milliards de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média dans le monde et au-delà. Et merci pour eux de nous accorder tout leur temps. Naturellement, ils sont désormais par milliers, par milliards, mais à la limite, à être fidèles à ce rendez-vous. C'est un jeune, on va dire un jeune journaliste, un jeune loup, j'ai envie de dire finalement aux incisives plus ou moins longues. Il est très connu de la scène journalistique du côté du continent et même plus précisément du côté de l'Afrique centrale. Armand Rodolphe Diallo qui nous fait d'ailleurs l'amitié de passer par ici, directeur de l'information pour une radio du côté du Cameroun. En tout cas, bonjour, bienvenue. Bonjour, je salue également tous vos téléspectateurs à travers le monde entier. Un salut particulier ce matin à Martin Tang et ce soir qui nous suit quelque part du côté de Kribi. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec le doyen. Je disais que ça faisait en offre que ça fait au moins un an. Ah, ouais. On ne s'est pas vu par là. En tout cas, il est en mission spéciale pour nos chers téléspectateurs. Il est de retour depuis quelques temps. En tout cas, on prend du plaisir à être à ses côtés. Monsieur Assebaradi, allons donc du côté de la TENI prendre la toute première qui plante naturellement le décor de cet autre rendez-vous de la Grande Tribune. C'est donc de Herald, le journal zimbabwéen qui nous permet de comprendre ce matin que ce pays-là est naturellement en étroite ligne de combat désormais, donc avec naturellement la corruption dans le journal de Herald, plutôt, qui est disponible du côté donc de Zimbabwe, qui nous fait savoir que des tribunaux anticorruption ont donc été lancés. Annonce dans le journal, le juge en chef Luke Malaba a officiellement lancé les tribunaux anticorruption à Harare et à Bulawayo. 3 salles d'audience ont donc été rénovées à Harare et 2 autres à Bulawayo. La commission des services judiciaires a depuis nommé 12 magistrats pour présider naturellement des affaires de corruption dans les 2 plus grandes villes donc, du Zimbabwe. Monsieur, la parole à qui veut la prendre? Doyen d'âge, finalement, on a l'impression que le président en place, M. Emerson Mnangagwa, tient naturellement à rallier des paroles à l'action. Lui, on le sait naturellement à la prise de fonction, qui avait dit qu'il faisait naturellement de la corruption son cheval de bataille et on le voit naturellement sur le terrain. Oui, effectivement, nous nous rendons compte par cette action qu'il est passé aux actes. Et vous savez, à mon avis, la corruption, c'est un peu comme un pan ou alors une partie de nos sociétés actuelles. Parce que on décrit la corruption partout dans le monde et dans tous les pays. Et chaque pays essaie comme il peut de tordre le cou à ce cancer-là. Bon, si aujourd'hui le nouveau président zimbabwéen a décidé de traduire en acte ses promesses, je crois que ce serait une bonne chose parce que la corruption est comme un cancer qui avec ses métastases, remettent même en question le bien-être de la société, le bien-être des populations et remettent même en question les grands équilibres socio-économiques dans un pays donné. Parce qu'à la faveur de la corruption, on verra prospérer des fortunes, des trafics et à la fin, c'est le peuple qui paie le plus fort. Alors, 12 magistrats désormais nommés à côté de ceux qui existaient désormais, c'est pour dire finalement la chasse aux sorciers est lancée du côté du Zimbabwe. Bon, pourvu que ça ne soit pas dans le fond une véritable diversion, parce que le président, après ce qu'on peut appeler son coup d'État, est appelé du côté du Zimbabwe, est appelé non seulement à rassurer la population, c'est que la corruption, c'est un mal qui gangrène la quasi-totalité des pays africains, au Zambie, au Cameroun, au Gabon. On rappelle naturellement que c'est une année exclusive, particulière dans l'agenda de l'Union africaine qui a baptisé cette année de lutte anti-corruption sur le continent africain. Sauf qu'on a l'impression qu'en Afrique, au fil des années, ça reste plus qu'un slogan qu'une réalité un peu sur les faits. Vous voyez que par exemple, le nouveau président zimbabwéen, je disais qu'il a énormément de challenges parce que
il y a au Zimbabwe, il y a l'une des populations, la classe jeune essentiellement, qui manque énormément de l'emploi. Les gens ont besoin d'aller se nourrir. Nommer des juges supplémentaires pour lutter contre la corruption, c'est bien, mais quel effet immédiat que cela doit avoir, comme le doyen disait tout à l'heure, dans le panier de la ménagère, dans la construction des routes, dans la construction des hôpitaux. Donc c'est de cela qu'il est essentiellement question. Moi, je pense que lancer les initiatives de corruption, c'est bien. Maintenant, faudrait-il que ces initiatives impactent considérablement, si on peut véritablement le dire. À côté de cela, Armand, on a vu notamment tous ces slogans qui sont lancés sur le continent africain. L'objectif visé, c'est lequel mettre les voleurs ou alors les détourneurs en prison ou alors de récupérer le butin. Bon, dans certains pays, l'objectif c'est de récupérer le butin pour que cela puisse servir véritablement, parce que c'est l'argent du peuple que une partie une minorité des élites au pouvoir et peut-être proche au pouvoir s'en accapare. Donc l'objectif c'est de récupérer, mais sauf que le drame c'est que le plus souvent, ces différents agents sont dans les comptes à l'étranger et c'est difficile de récupérer. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas assez l'impact de ces différentes campagnes de lutte contre la corruption. C'est d'ailleurs salutaire. Maintenant, il faut que le président zimbabwéen, il a seulement lancé dans 2 grandes villes. Et une autre ville. Il faut que ça soit dans l'ensemble du pays. Mais pour véritablement lutter contre la corruption dans les pays africains, moi je pense que... Ça c'est votre formule magique à vous. Oui, une formule magique, c'est que il faut inculquer des valeurs humanistes aux tout petits, c'est-à-dire aux générations qui viennent derrière nous pour qu'ils puissent grandir. Et même pour ça, les jeunes que nous sommes, les doyens, doivent changer quasiment un peu leur mode de vie pour qu'on ait un continent où un continent où véritablement c'est l'intérêt commun qui prime par rapport à l'intérêt particulier d'une poignée de personnes. D'accord. On va en Namibie et on va justement interpeller la sagesse du doyen d'âge sur ce plateau. Avec donc de Namibians, le gouvernement prend le bol de la mendicité en Chine, retient donc de Namibiens dans sa livraison. Et nous voyons d'ailleurs ce qu'on peut être en phase avec la réalisation. Voilà le journal de Namibians. Et nous voyons d'ailleurs ces dossiers qui intéressent naturellement le président Gengor du côté donc de la Namibie. Affaire d'aéroport de ce pays-là, station spatiale Air Namibien Avion, Diamant Namdia et bien plus. Alors finalement, le partenariat Chine-Afrique semble désormais de plus en plus enraciné, Pierre Claver-Kodo. Vous êtes d'ailleurs revenu sur cette grande actualité avec ce partenariat bilatéral entre le Cameroun et la Chine. On y reviendra tout au long de cette émission, mais on va d'abord s'intéresser à cette une du journal namibien du côté de la Namibie. Mais je crois que le partenariat Chine-Afrique est un partenariat stratégique sur plusieurs points, surtout sur le plan économique. L'Afrique a passé son temps à se chercher, à courir après les institutions de Bretton Woods pour le financement de son développement, et c'est un bailleur de fonds qui, 50 ans après, n'ont pas apporté grand-chose. Moi, je vois dans un pays qu'on appelle le Cameroun, des routes bitumées sans rigole, et construites dans des bassins pluviométriques assez importants. Dans des capitales comme Yaoundé, on retrouve des routes bitumées sans rigole. Vous pensez une route bitumée pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans, on a conçu des routes sans rigole. Ces routes-là, leur durée de longévité serait de combien d'années? Certainement pas, certainement très courte. Donc, il est de bon temps pour l'Afrique aujourd'hui de se tourner vers de nouveaux partenaires. Et la Chine, qui frappe à la porte de l'Afrique depuis ces 10-15 dernières années, semble avoir le vent en poupe, parce qu'elle fait la promotion d'un concept qui est du concept gagnant-gagnant, d'une coopération gagnant-gagnant, et ce concept-là apparemment semble intéresser les Africains et apporter davantage de satisfaction à nos dirigeants, et aussi peut-être à nos peuples, mais à nos dirigeants surtout. D'accord. Armand, la coopération avec la Chine, on a visiblement l'impression qu'elle commence à prendre assez de poids. On a vu notamment ce dossier béninois qui a d'ailleurs refusé de confier la construction du chemin de fer qui doit naturellement rallier le Bénin au Niger aux Chinois, alors qu'on avait sur le même dossier Bolloré, qui on le sait est très introduit, très infiltré d'ailleurs sur le continent africain. Est-ce qu'il faut désormais s'appesantir pour nos gouvernements ce partenariat qui semblerait-il visiblement être un partenariat gagnant-gagnant? Oui, partenariat gagnant-gagnant, bon, ce n'est que dans des pays francophones que Bolloré essentiellement vend en poupe, dans certains pays francophones. Bon, dans une bonne mesure, maintenant, le partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, c'est un partenariat
essentiellement salutaire. On a vu du côté du Cameroun, Paul Biya qui était en Chine tout récemment. Pour nous aussi, le grand frère, le doyen le soulignait tout à l'heure, pour nous aussi des très bons partenariats. On a vu au Niger, la Chine qui a construit, je crois, un hôpital de référence là-bas et que les ministres ont décidé qu'ils vont aller se faire soigner là-bas. Enfin, que les partenaires davantage puissent véritablement se multiplier sur le continent parce que la Chine, elle est certes envahissante, mais le problème, c'est qu'elle a des œuvres palpables qui sont sur le terrain. Vous voyez, il y a des pays de l'Afrique centrale. Si on prend le cas du Cameroun, par exemple, là où vit le président de la République, c'est la Chine, le palais de l'unité. Je crois que si j'ai bonne mémoire, au temps d'Amadou Ahidjo, le palais de congrès, et le palais de congrès, le palais de sport de Ouarda, du côté de Yaoundé, les deux stades, que ce soit de Limbe, que ce soit du côté de Bafoussam, les stades qu'ils ont construits, c'est le modèle chinois un peu. Je crois que ça peut être. L'Afrique peut copier une alternative. On parlait tout à l'heure de la corruption. Vous voyez que Xi Jinping qui est là, depuis 5 ans qu'il est là et qu'il a rempli, je crois que c'était le 13 mars dernier. On l'aime beaucoup parce que lui, il a mis hors d'état de nuire 1,3 million de Chinois, des corrupteurs chinois qui étaient dans le Parti communiste. C'est pour ça que les gens l'aiment parce qu'on voit que ce qui met sur pied comme mode de travail va profiter quasiment un peu à la génération future. On dit même qu'il a même fait sauter le verrou de la limitation des mandats, mais c'est sans doute une bonne chose. S'il a réussi en 5 ans à mettre de côté 1,3 million corrupteurs dans le Parti communiste, ça veut dire que c'est des œuvres essentiellement salutaires et que l'Afrique gagnera à copier. Le modèle démocratique qu'on a beaucoup pris ne nous profite pas beaucoup. Ça ne profite pas énormément à la construction de l'Afrique. Moi, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais l'Afrique doit revoir. Il ne faut pas seulement qu'on se congratule pour dire que oui, mais l'Afrique aussi doit savoir être véritablement intelligente dans ces partenariats-là. Justement, parlant d'intelligence, Pierre Claver-Caudé, on a parfois l'impression, justement, cette Chine a pointé parfois à tort, à raison, comme ne pas généralement redistribuer les cadres lorsqu'elle possède des marchés sur le continent africain. C'est peut-être là où l'intelligence africaine doit naturellement prévaloir. Avant même d'en arriver là, l'intelligence africaine, ou alors les intelligences africaines institueuses devraient intervenir au moment même de l'élaboration des contrats. Vous savez, à ce niveau, les contrats sont bien étudiés, point par point. Et si la partie, ça se passe entre deux parties, il y a des propositions qu'on fait et on revise le contenu. Mais s'il y en a qui ne font pas preuve d'assez de rigueur dans la conception de ces contrats, et on parlera par la suite de la faiblesse d'un côté ou de l'autre. Parce que un contrat, c'est quoi? Un contrat de coopération, c'est chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Ça, c'est normal. Mais maintenant, si d'un côté, on a des experts qui ne sont pas du tout qualifiés pour mener, c'est l'autre partie qui trouvera son compte. Je me plais souvent ça me gêne un peu souvent d'entendre les gens dire, voilà, les Chinois font ceci, les Chinois font cela. Je dis, mais attendez un peu. Si vous-même vous ne faites rien pour qu'ils ne le fassent pas, vous pensez que... En tout cas, c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et maintenant, tout ce jour au niveau de l'intelligence doit justement se matérialiser à travers le contenu de ces contrats. Donc, ceux qui sont chargés de négocier ce contrat devraient prendre à cœur l'intérêt supérieur de la nation pour avoir la confiance. Parce qu'eux, ils vous disent, voilà, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela, voilà, nous devons négocier sur telle base. Si maintenant vous acceptez tout ce qui vous apporte comme projet de contrat, vous validez, mais vous ne savez pas, parce que ce ne sont pas aussi des enfants de cœur. Et ils tirent de l'autre côté. Si vous êtes capable de tirer aussi de votre côté, ça sera tout simplement bénéfique. Ouais, c'est tout. Allez, on va donc aller du côté de l'Angola. Le procureur général de ce pays réaffirme en tout cas son engagement à lutter contre la corruption. Titre d'ailleurs Ango Presse dans sa livraison de ce matin, il faut dire, le dit procureur général Elder Pita Gross a donc réaffirmé mercredi l'engagement de mener la lutte contre la corruption et la répression du blanchiment d'argent dans un pays qu'on appelle l'Angola. Je vais d'ailleurs embrayer avec vous, Armand. On a vu naturellement cette grande campagne porter ses fruits. Le fils de l'ancien président José dos Santos, à savoir José Filomeno, qui a d'ailleurs été épinglé il y a quelques jours, notamment par la justice angolaise. Il faut désormais avouer, alors être d'avis que l'entourage de l'ex-président va finir, on va dire tous quasiment en prison ou alors. Oui, je lisais quasiment une presse internationale ce matin
On voit que lui, il est épinglé parce qu'il a détourné une partie des fonds de souveraineté. Parce que quand on parle des fonds de souveraineté, ça veut dire, hein, si je suis un peu intelligent, que l'État met un peu de l'argent de côté, que si c'est difficile, quelque part, on va aller épuiser. Maintenant, s'il décide de prendre une grande partie pour s'accaparer, c'est problématique. Depuis que le nouveau président est là, il y a des œuvres qui sont salutaires. Mais est-ce qu'il va véritablement, est-ce qu'il aura le champ libre pour asseoir sa propre politique à lui, étant donné qu'il a été ministre de la Défense et dauphin de l'ancien président. Est-ce que ce n'est pas une farce, finalement, pour nous dire que... En fait, finalement, beaucoup l'attendaient. On a finalement l'impression qu'il avait eu l'onction de l'ancien président. Et bien, on pensait qu'il allait être complaisant à l'égard de certains chemins. On a visuellement l'impression qu'une fois arrivé au pouvoir, il n'a fait qu'à sa tête. Oui, il peut arriver au pouvoir, il a sa méthode. Maintenant, encore, c'est un pays africain, il faut se rassurer qu'il a tout la main avec lui. Et tout ce qui va véritablement avec. C'est une politique de rigueur et dans une moindre mesure aussi de moralisation et de la fortune publique. Mais il faut encore prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a d'abord la fille de l'ancien président qui avait été épinglée, la Philomeno. On va laisser voir s'il prend ces différents fonds, à quoi est-ce que cela va servir. Est-ce qu'il le fait peut-être de concertation avec l'ancien président qui reste encore un fort du parti. Donc il y a tout ça qu'il faille finalement prendre en compte. C'est une information qu'on salue, mais je reste encore trop dubitatif sur l'impact réel dans ce pays. Et cette méthode-là. En tout cas, on va donc prendre d'autres informations du côté donc de l'Afrique du Nord. Nous sommes en Égypte. Et bien, lorsqu'on parle d'Égypte, on pense à ces élections présidentielles qui se sont donc déroulées au courant de cette semaine avec donc Aram Online, le journal en ligne égyptien, qui nous fait savoir que Sisi obtient plus de 90% des voix lors de ces élections présidentielles de 2018 avec donc un taux de participation de plus de 40%. Et bien, tous les indicateurs après donc le dépouillement des votes dans la plupart des sondages dans le pays montrent que le président sortant Sisi est prêt pour un second mandat. Moussa gagne quant à lui 3% seulement des voix, nous dit le journal, toute chose qui fait donc dire au magazine panafricain ce matin Afrique Révélation qui est naturellement disponible qu'Abdel Fattah al-Sisi est l'incontestable maître du côté de l'Égypte. Réaction Pierre Claver. On évoquait déjà ce sujet. Il y a seulement quelques jours. Il y a juste quelques jours. Est-ce qu'on peut voir la une de Afrique Révélation qui est également en kiosque ce matin? J'ai annoncé d'ailleurs sa victoire, pas parce que je suis comme dit dans une boule de bain, mais parce que on suit quand même l'actualité africaine, la politique africaine avec des influences extérieures dont celle-ci fait l'objet depuis très longtemps. Donc il était prévu. Al-Sisi est le seul qui peut donner des gages aux États-Unis pour la sécurité de l'État d'Israël et pour accéder à la présidence en Égypte. On ne viendra pas, on ne sortira pas, on ne viendra pas, ce ne sera pas par un coup de chance. C'est des calculs bien élaborés. Sinon, vous ne pouvez pas donner des gages aux États-Unis, puisque déjà les États-Unis subventionnent l'armée nationale égyptienne à coût de milliards, à coût de plusieurs milliards. Donc c'est comme si c'était même un pan de l'armée américaine. C'est la même armée qui finance l'armée israélienne. Donc Al-Sisi est pour le moment le seul à pouvoir donner des gages de fidélité aux Américains, et voilà pourquoi elle devait être élue. Vous allez remarquer que son challenge ira 8-3%. Vous pensez franchement que dans une élection ouverte, normale, un challenge d'un grand pays qui compte quand même des dizaines de millions d'habitants aura 3%? Moi, je doute. Donc, c'est une question de géopolitique. Un peu, il faut d'ailleurs dire que M. Moussa qui s'en est sorti avec 3%. D'ailleurs, on va dire l'un des fidèles lieutenants à M. Fattah al-Sisi, président actuel de l'Égypte. Alors, lorsqu'on s'appelle l'Égypte et que nous partons aux élections présidentielles ayant déjà mis de côté tous les véritables opposants, parce que ça, il faut le dire, il y avait quasiment une bonne lignée qui avait été écartée pour des raisons que rien que nos frères, alors le gouvernement égyptien connaît jusqu'ici, parce que ça n'a pas été élucidé. Lorsqu'on s'appelle l'Égypte et qu'on a un président qui, avant même la proclamation des élections, dit qu'il reviendra à la présidence pour mener un certain nombre de dossiers. Est-ce que finalement, on va dire qu'il n'y a pas eu véritablement élection de ce côté-là? Parce qu'en face, pour aller dans le sens du doyen, il n'y avait pas un véritable... il n'y avait rien, quasiment un peu en face des autres candidats. C'était un peu pour faire le jeu démocratique. Mais il faut surtout voir que Al-Sisi aujourd'hui, même s'il a eu un grand score,
il apparaît à l'aube du printemps arabe comme un sauveur de la stabilité parce que les Mohamed Morsi des frères musulmans sont arrivés, ils ont semé quasiment un peu la pagaille dans le pays en termes de restriction des libertés. Lui, il est arrivé un peu pour faire ce que les Sankara ont appelé rectifier, corriger un peu la révolution, même si je crois, pour rester dans le cas burkinabé, même c'est Compaoré qui a dit qu'il devait corriger la révolution, que bien après ça n'a pas marché. Donc Al-Sisi a gagné quasiment haut la main les élections parce qu'il n'y avait rien. Il a la confiance, comme il dit véritablement, des Américains, mais il y a aussi la confiance d'une partie de la population qui veut rester en sécurité parce qu'ils ont vu la terreur. Ils ont vu la terreur des frères musulmans que s'ils avaient, quand ils géraient un peu le pays. Al-Sisi, c'est la continuité, si on peut véritablement dire, du président égyptien déchu, Moubarak. Donc, c'est cette continuité, il est issu de l'armée comme lui, il a la confiance, comme on dit, des grandes puissances. Maintenant, il reste qu'il y a une défaillance aussi au niveau sécuritaire. Vous savez quasiment que dans ce pays, les chrétiens sont menacés de temps en temps avec des attentats. C'est un défi sécuritaire énorme qu'il doit faire pour son prochain mandat pour tenter de rassurer. Alors, je vais rester avec vous. Vous avez parlé de la population tout à l'heure. Pourtant, elle n'est pas sortie totalement en colonie de fourmis pour témoigner de leur suffrage à cette élection. Ils sont, selon les statistiques de la presse égyptienne qu'on a eu ce matin, quasiment 23 millions sur les 60 millions qui seraient attendus, qui sont donc allés apporter de leur contribution à ces élections. Alors, il faut désormais dire qu'il y a une espèce de rupture entre l'administration et les administrés. On parle d'un taux de participation qui n'est pas assez... assez bas, mais l'essentiel, c'est quand même qu'ils puissent gagner. Vous savez qu'en démocratie, l'abstention, c'est aussi un moyen de... Maintenant, ceux qui sont... C'est un moyen d'expression. Ceux qui ont décidé d'aller voter, c'est à eux que... Et que comme en démocratie, c'est la majorité qui gagne, ceux-là, le président va être le président de tout le monde, même de ceux qui ne l'ont pas voté. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut voir. Allez, Abdel Fattah al-Sisi, ça fait donc un second mandat pour 4 ans. Tout à l'heure, le souligner, il y a quand même des enjeux assez remarquables sur lesquels devra naturellement s'étendre, notamment la sécurité dans cette partie du territoire, mais également des attentes économiques pour un pays qui s'appelle quand même l'Égypte, qui en plus ou moins n'est plus assez ressenti, plus ou moins. On voit le Maroc qui prend carrément les dessus dans ce côté du territoire de l'Afrique du Nord. Oui. On ne peut pas dire que l'Égypte est au bout du rouleau. L'Égypte a été très perturbée par la révolution, par les printemps arabes, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Et c'est normal que pendant cette période, durant laquelle l'Égypte était perturbée, que le Maroc ait pu consolider sa place, sa position. Mais maintenant, les grands défis auxquels sera certainement sans doute confronté Al-Sisi, ce sera de replacer l'Égypte au rang de puissance régionale qui actuellement est en train de lui être raflé par le Maroc. Maintenant, est-ce qu'il a... Puisqu'il bénéficie, il faut quand même reconnaître que Al-Sisi bénéficie des soutiens de certaines grandes puissances, notamment des États-Unis. Il suffit qu'il fait preuve d'intelligence au niveau stratégique et au niveau géopolitique. Je pense que ce ne sera pas très difficile pour lui, puisque ce qu'il fallait, il fallait simplement que l'élection ait lieu et qu'il soit confirmé à ce poste pour qu'il ait toutes les cartes entre ses mains. Maintenant qu'il a donc toutes les cartes entre ses mains, on verra, comme le soulignait d'ailleurs Armand tantôt, il y a des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes de reprise économique qui se posent. Et s'il parvient, durant les quelques années à venir, à aborder ce chantier-là en apportant des solutions véritables dont attendent les Égyptiens, je crois que... Tout ira pour le mieux. On peut lui souhaiter bon vent. D'accord. Allez, on a parlé tout à l'heure de l'Algérie. Que dis-je? Oui, naturellement de l'Algérie, mais on va s'intéresser à l'Algérie, donc, avec ces mouvements de revendication. On n'en a plus fini dans ce pays-là. Sommet donc de prouver leur représentativité, les syndicats algériens, sous pression. Donc, El Watan, qui est en ligne et en kiosque ce matin, l'appel du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale aux syndicats
pour déposer donc les dossiers portant sur la représentativité avant le 30 mars est considéré comme une entrave à l'activité syndicale, selon donc les syndicats actifs dans le secteur de la fonction publique, en renouvelant cet appel avec des menaces à peine voilées à l'encontre de ces syndicats-là. Le ministre passe en réalité un message clair concernant la tolérance du gouvernement à l'activité syndicale. Alors, il faut le dire désormais, Armand, s'il faille naturellement aller dans le même sens avec nos confrères d'El Watan, que la situation en Algérie n'est pas au beau fixe avec ces mouvements de revendication. On n'a plus fini, notamment dans le secteur de la médecine que dans le secteur de l'éducation. Alors, on va dire au départ dans ce mouvement des syndicats qui plus ou moins ne garantissent pas toujours la sécurité, au moins la stabilité au niveau de cet état-là. Donc du coup, le gouvernement a demandé à ces derniers donc, sommets de prouver naturellement leur représentativité pour une quelconque manifestation. Est-ce que vous avez finalement l'impression qu'on veut un tout petit peu mettre de la mamie sur ce mouvement syndical en Algérie? Oui, on va un peu quasiment un peu dans ce sens. Vous savez que le rôle que peut jouer des syndicats dans le pays, quand on regarde des images venues d'ailleurs, dans certains pays occidentaux, il y a des syndicats qui paralysent quasiment un peu des activités. C'est dommage qu'en Afrique, on n'ait pas encore atteint, je ne veux pas parler de la démocratie, on n'est pas encore atteint ce qu'on peut appeler ce degré de liberté. Parce que quand on voyait dans un pays africain, francophone noir, surtout, l'Algérie n'est pas le cas, quand il y a un mouvement syndical, le gouvernement central tente toujours d'infiltrer. Donc, puis à un moment, quand on infiltre, le syndicat s'affaiblit, et puis vous voyez que 2-3 jours après, c'est des gars qui étaient à la tête qui sont limogés, on sort des motifs, ça et ça, et puis il y a un nouveau bureau du syndicat qui prend véritablement place. On s'achemine un peu vers ça avec du côté de l'Algérie, mais on a vu dans ce pays le syndicat de la santé tenir, et on se dit quand même que s'ils maintiennent cette pression sur le gouvernement, la situation des travailleurs dans ce pays peut s'améliorer. Il y a eu une situation similaire du côté du Cameroun, où il y a un syndicat des médecins qui avait lancé un mot d'ordre de grève parce qu'ils voulaient l'assurance maladie pour tous, ainsi de suite. Vous avez vu ce qui s'est passé, on l'a affecté dans les coins un peu reculés, on a même pu en parler jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que ce syndicat a été quasiment un peu affaibli par l'État qui est une grosse machine. Maintenant, du côté de l'Algérie, comme je disais, c'est salutaire parce qu'ils tiennent. C'est depuis des mois qu'on en parle. Et ils tiennent. Quand on demande de prouver leur représentativité, ça veut dire qu'on veut trouver des failles pour véritablement les anéantir. Mais dans une lutte, c'est parler ensemble, comme on dit souvent dans le syndicat des journalistes du Cameroun, en parlant du Cameroun et des autres, que c'est en parlant d'une seule voix qu'on peut véritablement atteindre l'idéal social. Je pense que c'est cela. Naturellement. Alors, en Algérie, finalement, il faut prouver sa représentativité pour espérer être reconnu par le gouvernement algérien comme étant un syndicat qui doit naturellement avoir toutes les grâces et toutes les faveurs que cela peut naturellement recueillir. Alors, il faut désormais dire que, comme le disait Armand tout à l'heure, on est en voie de fragiliser notamment cet autre secteur qui est assez clair dans le développement d'un pays. Oui, vous savez, un syndicat a un rôle dans la vie socio-politique d'un pays et ceux qui tiennent les rênes du pouvoir en sont généralement conscients, et surtout dans des pays où le mouvement syndical a une certaine ampleur, a un certain poids sur la marche au quotidien des affaires publiques. Et il va de soi que les dirigeants doivent chercher à affaiblir ces mouvements pour éviter de se retrouver paralysés. Lorsque maintenant on leur demande aux syndicats de prouver leur représentativité, encore là, je ne sais pas si on va leur demander de leur apporter le registre de leurs membres adhérents qui sont à jour vis-à-vis de leur cotisation, parce que là, ça crée un peu... Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait qu'ils existent? Voilà. Parce que ils sont créés. On a vraiment l'impression que ce sont ces mouvements de débrayage lancés là qui commencent à se c'est un peu aujourd'hui qu'on sait quand même que ces différents syndicats existent du côté de l'Algérie. Que ce soit le Calma, que ce soit le Sénapest qui est de ce côté-là. Ce sont des syndicats qui... C'est question de chercher la faille pour pouvoir les affaiblir. C'est une intimidation. Et moi, je crois que si jusqu'ici n'ont pas faibli, ce n'est pas cette sommation qui va véritablement les faire baisser les bras.
Allez, messieurs, on va donc aller du côté du Togo, en Afrique de l'Ouest, donc avec le journal Libéral, eh bien, qui est donc un kiosque. Le journal nous apprend d'ailleurs, parlant de la coalition des 14, que ces derniers renoncent au retour de la Constitution de 1992, ce qui fait dire au journal qu'une concession qui n'est pas un aveu tout simplement d'échec. Alors, ce revirement des situations nous intéresse ce matin dans le cadre de cette autre édition. On veut comprendre, Pierre Claver Armand, finalement, cette coalition qui demande donc, qui décide de revenir naturellement sur sa décision. On rappelle, c'était l'une des, c'était l'une des premières préoccupations de cette opposition qui voulait naturellement qu'on puisse revenir à la Constitution du 14 octobre 1992 qui mettait en branle un certain nombre de choses. Aujourd'hui, donc, cette coalition renonce à cette volonté de revenir donc, à cette Constitution de 1992. Quelle lecture faites-vous de cette information, Pierre Claver? Voilà, le confrère a bien dit que c'est un aveu d'échec. Ça signifie qu'ils ont fait marcher, ils ont fait battre le plancher des vaches aux enfants, le macadam aux enfants et aux populations depuis des mois pour ne même pas à savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Puisque s'il faut, on a convenu, on en parlait encore sur ce plateau il y a peu par rapport à cette volonté. Il fallait que les partis en présence, depuis que ces mouvements ont démarré de ce côté-là, il fallait que les partis en présence fassent preuve d'un peu plus de volonté pour privilégier le dialogue. Mais maintenant, bon, est-ce que ils ont donc fait cette concession sous contrainte juste pour faire avancer les négociations? Si c'est le cas, nous l'espérons. Mais si c'est parce qu'en fin de compte, on réalise que leurs revendications n'était pas aussi fondée que l'on l'imagine, ce serait, comme le signale le confrère, ce serait simplement un aveu d'échec. Mais à quoi ça aurait donc servi de faire autant de bruit pendant si longtemps pour revenir à la case de départ? Alors, c'est une position qui nous interpelle et peut-être à la limite qui nous inquiète. Cette opposition-là qui décide donc de revenir à ces préalables qui avaient naturellement été formulés au départ même des revendications. Pierre Claver le soulignait tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont décidé de faire volte-face pour permettre au dialogue inclusif tant demandé par l'ensemble des Togolais de pouvoir prendre place? Parce qu'on se rappelle naturellement qu'à un moment donné, cette opposition-là butait sur cette volonté manifeste du gouvernement de Foniasbé de ne rechigner devant cette revendication. Est-ce que finalement, ce retour à la case départ va naturellement favoriser le départ cette fois-ci? Je crains fort. Tout à l'heure, j'avais envie un peu de rire. S'il y a les Togolais qui nous suivent ce matin, il faut simplement leur dire que cette opposition-là n'est pas le genre de position qu'il vous faut. Parce que vous ne pouvez pas aller à une négociation avec un idéal et qu'à mi-chemin, c'est l'idéal de l'opposition qui prime. C'est-à-dire que vous annulez, parce que cette constitution de 92, si j'ai bonne mémoire, ça donne les élections à 2 tours, une limitation des mandats aussi. Donc, ce peuple togolais doit savoir que ces opposants sont des opposants, comme on voit partout en Afrique, ce sont les adeptes du tube digestif. Ils sont prêts à tourner les vestes quand ça les arrange, ainsi de suite, et qu'ils ne sont pas là véritablement. Et si finalement il le fallait pour pouvoir naturellement apaiser les tensions au Togo? Parce que ça a perdu quand même. Pourquoi depuis 1992, cette opposition n'a pas pu asseoir cette constitution qui a été votée? Il faut dire qu'elle n'était pas, voilà, elle a été votée, mais elle a été un tout petit peu manipulée par l'ancien président togolais, et peut-être aujourd'hui on a l'impression qu'avec le fils, on peut peut-être désormais aller à un débat franc. Moi, je crains fort parce que l'opposition au Togo, quand pour celui qui fait une bonne lecture, aide le pouvoir à faire le statu quo. Parce que vous ne pouvez pas... Oui, vous ne pouvez pas... Une bonne lutte, quand vous voyez qu'il y a des luttes là, la lutte, c'est que malgré ce que ça donne, c'est pour atteindre un idéal, véritablement. Vous ne pouvez pas rester là pour dire qu'on a besoin de ci, on a besoin de ça, et puis à mi-chemin encore vous changez pour jouer le jeu. Ça veut dire que c'est votre bourreau qui a finalement gagné et que vous ne représentez rien. Il faut changer à un moment véritablement de 10. On voit ça partout, quasiment un peu en Afrique, tout le temps là. On a l'impression que c'est un jeu de ping-pong où on a mal partagé l'argent et que les gens créent des choses pour freiner un peu l'avancement du pays quand on leur donne le butin assez. Et oui, ce que le peuple togolais a besoin aujourd'hui, la jeune génération des Togolais, un peu comme de nous, c'est des emplois décents. Ce qu'ils ont besoin, c'est de rêver, ce n'est pas aller mourir dans les mers, et ainsi de suite. Et s'ils voient que cette classe de l'opposition de la société civile ne peuvent pas leur donner cet idéal social qu'ils estiment,
qu'ils envient ailleurs. Parce que quand ils vont mourir dans les mers, c'est parce qu'ils envient cet idéal social ailleurs. C'est à eux de se regrouper, de véritablement prendre le destin en main, c'est-à-dire de changer la donne. Parce qu'on a un sérieux problème, notamment en Afrique francophone, qu'on a des gars de la société civile qui jouent double jeu, c'est-à-dire qu'en journée, ils sont avec le peuple, et le soir, ils sont avec l'État. Et c'est problématique, ça ne peut jamais faire avancer l'idéal social. Pierre Clavancourt, on va encore se questionner autour de ce revirement de situation, ce changement de veste de la part de l'opposition. Alors, on a vu depuis l'entrée en scène du président ghanéen, le facilitateur M. Nana Akufo-Addo, on a vu ces concessions qui ont été organisées au Togo à maintes reprises. Elles n'ont pas pu aboutir. La preuve, le 23 octobre dernier, encore, l'opposition a claqué la porte et parce qu'il y avait naturellement ce problème de la constitution de 92 qui fâchait finalement tout le monde. Est-ce qu'on est en droit de dire aujourd'hui finalement que ce retour à la case départ peut-être va naturellement peser les tensions au Togo? Moi, je dis, s'il fallait en arriver là, au retour de la case départ, sans jamais avoir rien obtenu alors que les manifestations ont duré, je ne sais pas, on rappelle les hôpitaux paralysés, quasiment l'école, le secteur économique en déroute. Est-ce que ça valait dans la peine d'en arriver là, s'il fallait rentrer à la case départ? C'est un questionnement aussi sur nos syndicats africains, comme le disait tout à l'heure Elwatan. Effectivement, et ça suffit que les gens organisent prennent des initiatives sur le dos du peuple, mais ne croient pas eux-mêmes à ce qui est à leurs revendications et voilà le résultat. Donc on rentre à la case départ. La contrepartie alors de ce retour à la case départ, personne n'en parle, on n'en sait rien. C'est juste pour ramener l'apaisement. D'accord, on peut ramener l'apaisement, mais retourner à la case départ sans avoir obtenu quoi que ce soit, je fais que ça fait un peu comme une trahison même vis-à-vis du peuple. Est-ce que finalement cela garantirait le fait que, alors cela garantit notamment une élection, une participation à l'élection présidentielle de M. Faure Yacine en 2020, parce qu'on sait quand même que c'est aussi là le nœud gordien qui ne voulait absolument pas parler de cette opposition que M. Faure Yacine se présente aux élections présidentielles en 2020, parce que notamment cette constitution ne lui permettait pas cela. Bon, maintenant, si cette constitution de 92 est quasiment écartée. Si est quasiment écartée, bon. Ça veut dire que M. Faure Yacine sera là en 2020. Et gagnera ses élections. En tout cas, personne n'organise une fête ou alors un combat pour le perdre, tout simplement, avait intempesté un ancien président sur le continent africain. On va rester du côté de l'Afrique de l'Ouest. On est au Sénégal, on s'intéresse à ce procès de Khalifa Sall, un procès aussi long que l'étendue de la mer et même de l'océan. On va parler cette fois-ci du délibéré de ce procès, donc de la caisse d'avance de la ville de Dakar, avec donc le quotidien L'Observateur. Khalifa, une fin difficile, titre donc le journal Le quotidien L'Observateur, qui est naturellement en cours et nous fait et relève d'ailleurs que la grève des travailleurs de la justice sème désormais le doute sur la possibilité de rendre ce verdict. Des problèmes de recours et d'exécution du jugement si jamais le tribunal rend un verdict à ce procès. Alors, messieurs, on va dire le délibéré du procès du maire de Khalifa Sall, c'est quasiment aujourd'hui, mais seulement il y a un mouvement d'humeur du côté donc, des juridictions, du côté donc, de la justice sénégalaise. On se rappelle naturellement que les greffiers de ce côté-là demandent une certaine considération de leur travail, de leur vie. En tout cas, on a l'impression que tout est à plat depuis quasiment hier. Et on a envie de savoir notamment si ces greffiers ne sont pas là, qui va donc naturellement délibérer ce procès. On a l'impression que finalement, il n'y aura rien aujourd'hui du côté de Dakar. C'est du moment où une partie de l'appareil qui gère les procès est en grève certainement. Parce qu'on appelle censé greffier, il n'y aura quasiment rien, on ne pourra pas avoir de délibération. Il n'y aura pas de délibération, donc le Khalifa Sall va continuer à attendre. Nous allons à qui profite finalement tout cela? Bon, je ne peux pas savoir, je ne peux pas l'identifier, mais de toutes les façons, il y aura délibéré. Ça devait avoir lieu aujourd'hui, mais ça finira par avoir lieu. En tout cas, on attendra le temps que cela pourra tout simplement mettre. Alors, M. Armand Dial, est-ce que finalement, M. le maire de Dakar, en attendant naturellement de savoir ce qu'il en sera de ce procès-là, on rappelle qu'il court quand même une peine d'emprisonnement de près de 5 années, accusé pour des faits de détournement de près de 1,8 milliard de francs CFA dans cette fameuse caisse d'avance de la ville de Dakar. Est-ce qu'on peut conclure avec le quotidien L'Observateur que c'est une fin difficile pour M. Khalifa Sall? Bon, fin difficile parce qu'on attendait ce qu'on appelle là-bas
les verdicts. Maintenant, si les éléments de la justice sont en grève, c'est que normal qu'ils puissent ne pas avoir véritablement un délibéré, parce qu'ils peuvent profiter, comme c'est un procès important, pour faire le chantage au gouvernement en place, pour que le gouvernement en place puisse améliorer quasiment un peu leurs conditions. Tout comme aussi, parce qu'il y a les amis de l'ancien maire qui pensent que c'est Macky Sall qui veut un peu le mettre de côté. Ça peut aussi être une manœuvre politique. Donc on peut explorer de tous les côtés, mais ce qui est sûr, c'est que s'il ne travaille pas, il n'y aura pas verdict. Il ne doit que pointer pour attendre que tout puisse revenir dans l'ordre et que soit on puisse blanchir, soit il puisse être condamné. Et à votre lecture, est-ce que finalement, avec tout ce qu'on a pu observer autour de ce dossier, on a l'impression que M. Khalifa Sall pourra-t-il s'en sortir de ce procès? Bon, il peut s'en sortir s'il est innocent et que si la justice sénégalaise n'est pas une justice aux ordres, comme on voit dans les autres pays. En Afrique, personnellement, s'il est libre, s'il est innocent, s'il ne se repose de rien et que la justice est libre, comme je dis, il peut recouvrir sa liberté. Justement, parlant même de cette justice sénégalaise, on a vu courant cette semaine, naturellement, un ancien avocat, qui a d'ailleurs jeté le tablier du côté du Bénin, disant naturellement qu'il en avait marre des malversations du pouvoir en place qui s'infiltrera à tous les niveaux, ne permettra pas à cette justice d'être finalement libre. Et puis on a un tout petit peu remonté la pente et naturellement des informations nous font savoir que depuis naturellement l'époque Senghor jusqu'à M. Sall, aujourd'hui on a finalement l'impression que l'exécutif, l'exécutif a un peu plus d'influence sur le judiciaire. On en parlait il y a quelques jours sur ce plateau et du côté du Sénégal, c'est beaucoup plus visible dans l'aspect juridique en tout cas de ce pays-là. Oui, c'est à ce niveau qu'il fallait craindre. Ce n'est pas une spécificité sénégalaise, même dans certains pays africains, Côte d'Ivoire, Cameroun, le Maroc que vous parlez aussi tout à l'heure, le Gabon. Même si on dit qu'il y a une séparation quasiment un peu de pouvoir, il y a des pays où le président de la République est le premier magistrat. Donc, ou c'est le président de la République, même s'il nomme le ministre de la Justice. Ce n'est pas des systèmes un peu comme aux États-Unis, où Donald Trump peut signer quelque chose et puis un petit juge d'une contrée décide que l'action du président est de nul effet. Donc, il faille. Nous sommes encore dans des pays où la justice est tout seul libre et encore véritablement aux autres. Et des politiques qui sont futés, qui ont la boulimie du pouvoir, profitent de ça pour régler leurs comptes et asseoir leur autorité. Et d'aucuns pensent d'ailleurs que ce procès de Khalifa Sall reste tout sauf un véritable procès. Du moins, c'est un règlement de compte entre les frères Sall, entre guillemets, hein, parce que le lien de parenté n'est pas établi. En tout cas, les deux s'appelleraient Sall, Khalifa et M. Macky Sall. On va donc quitter définitivement du Sénégal pour le Bénin. Au Bénin, on parle de politique agricole lancée donc par le gouvernement de M. Patrice Talon avec donc le journal Le Matinal qui est en kiosque, qui parle justement de la campagne agricole 2018-2019 à la une dans le journal. Des prix des engrais baissés, titre Le Matinal, qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures. Dans le même sillage avec l'économiste, nous apprenons que le gouvernement apporte une subvention à hauteur de 50% sur les prix des engrais, parlant de la promotion du palmier à huile, ananas et bien d'autres. Nous sortons de cette information à caractère totalement agricole avec donc l'expression quotidien qui titre pour sa part ce matin campagne agricole, des mesures incitatives pour accompagner tout simplement les agriculteurs, titre donc l'expression quotidienne qui est naturellement en kiosque ce matin. Alors Pierre Claver-Kodo, c'est une véritable, on va dire c'est la manie Patrice Talon qui décide désormais d'accompagner les agriculteurs, mais surtout de booster le secteur agricole dans ce pays-là. Je pense que Patrice Talon se fait illustrer positivement dans certaines décisions. Vous vous rappelez, il y a peu, il chassait Bolloré de son pays et préférait confier la construction d'une ligne de chemin de fer qui partira du Bénin au Niger à une entreprise chinoise. Maintenant, le voilà en train de s'investir dans l'agriculture. Et vous savez, c'est dans nos pays, c'est l'agriculture qui devrait être une priorité. Une priorité pour dans la mesure où elle crée des emplois. Elle crée des emplois et elle permet à l'arrière, aux campagnes,
de pouvoir récolter aussi les fruits de la croissance d'une certaine manière. Donc avec ces subventions qui vont à 50% du prix des intrants agricoles et autres, je crois que c'est une façon pour lui de repartager un peu les richesses du pays pour que ce ne soit pas seulement l'affaire des fonctionnaires, mais que ce soit aussi l'affaire de tous ces acteurs dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourtant participent aussi à la construction de nos États. Et une subvention de 50% sur les prix des engrais et disons des intrants agricoles, je pense que c'est une excellente mesure qui pourrait garantir des revenus assez confortables aux agriculteurs du Bénin. D'accord, bien compris. Réaction, Armand? Une mesure sanitaire, elle est excellente, cette mesure de Patrice Talon. Vous savez que en politique, les actes parlent plus que les paroles. Naturellement. Il faut apprécier le pragmatisme du président qui ne passe pas le temps à sortir des slogans creux comme on voyait, on parle de l'agriculture seconde génération. Mais l'agriculture, parce que ça devient quasiment, pour quand vous suivez l'actualité, c'est des récitations, l'agriculture seconde génération, émergent. Voilà quelqu'un qui ne passe pas le temps à réciter les choses. On voit qu'il a baissé le prix des entrées des engrais qui sont essentiel pour quelqu'un qui a au moins surfé avec ce que vous appelez le secteur agricole. Vous savez que pour avoir par exemple une récolte de qualité, il faut avoir des bonnes semences, mais à côté également, il ne faut pas qu'avoir le muscle du sol, il faut avoir ces engrais parce que l'agriculture a énormément évolué. On parle aujourd'hui de quasiment la mécanisation et l'engrais joue un rôle parce que ça fait en sorte que la production va doubler. Quand on met des engrais, et qu'on a aussi des semences de qualité, on a une forte production. C'est donc bien que Patrice Talon ait compris ça. Le développement de l'Afrique aujourd'hui passe d'abord par son secteur agricole. Parce que quand vous regardez, les pays africains sont encore des pays quasiment verts, couverts par la forêt, partout. Il y a un éminent géostratège que je lisais tout récemment sur Internet pour ne pas le citer, qui disait qu'il ne comprend pas comment des pays européens qui, pendant 4 saisons, mais il y a 3 saisons que ce n'est que les neiges, mais ils ont une bonne production agricole, mieux que l'Afrique, qui a des saisons qui sont favorables, qu'on n'a même pas besoin à un moment d'irriguer nos cultures pour avoir. Ça veut dire que c'est un problème de mentalité, c'est une volonté gouvernementale. Et des présidents comme Talon du Bénin, quand ils mettent sur pied, c'est-à-dire pour booster les mécanismes pareils, c'est une bonne chose. Les autres États gagneraient énormément à copier l'initiative parce qu'il y a des pays comme la Guinée équatoriale où on peut impulser l'agriculture, on ne peut pas que vivre du pétrole, qui sont des ressources somme toute tarissables. Il y a le Gabon également, il faut encourager, il y a le Cameroun, il y a même le Tchad, même si une partie du territoire peut être désertique, on peut expérimenter de ce côté et des chercheurs africains, il y en a. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est une volonté gouvernementale. C'est là toute la question, naturellement, ce matin. En tout cas, mesure salutaire donc, pour le Bénin, qui va donc probablement, ou alors qui verra dans les prochains jours son secteur agricole prendre nom visiblement de l'envol. En tout cas, c'est donc une information qui est rendue ce matin par l'ensemble de la presse béninoise. On va quitter le Bénin pour la Côte d'Ivoire. Monsieur, on va s'intéresser cette fois-ci au Front populaire ivoirien, parti historique créé naturellement par l'ancien président, naturellement, qui est donc jugé du côté de l'AE, Laurent Koudou-Gbagbo. C'est donc avec le quotidien L'Inter que nous apprenons, parlant de la politique nationale. Le journal nous fait savoir que les militants de ce parti politique se dressent désormais contre Afi N'Guessan, et Sangaré, titre donc le journal des militants du pays, se dresse contre Afi N'Guessan et Sangaré. Leur divergence enfonce davantage Laurent Koudou-Gbagbo, tel que nouvelle ce matin, le quotidien L'Inter. Alors finalement, ce sont des frères d'une même famille, d'une même concession qui se battent depuis des lustres. Finalement, on a l'impression que le Front populaire ivoirien est plus ou moins fragilisé par ces querelles internes. Réaction, M. Claver-Kodo. Le Front populaire ivoirien n'est pas seulement fragilisé, le Front populaire ivoirien est presque au bord de l'implosion, parce que quand vous voyez les grandes figures de ce parti, d'un côté Sangaré, d'un côté Afi N'Guessan, surtout Afi N'Guessan, qui en fait, avec la mise aux arrêts de Gbagbo, a voulu saisir la balle au vol pour se construire une dimension politique. Malheureusement, la troupe ne l'a pas suivi. Et c'est ce qui fait problème. S'il n'aurait pas pris cette initiative, si tout l'appareil dirigeant
malgré la mise à l'écart de Laurent Gbagbo, aurait pu convenir d'un dirigeant unique qui devait reprendre le relais, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on vit là, parce que le Front populaire ivoirien, quoi que l'on dise, est quand même un parti de référence en Côte d'Ivoire. Un parti qui a énormément de militants et de vrais militants, mais malheureusement, c'est la direction qui pose problème. Mais est-ce qu'ils vont, ces gens, Sangaré et Affi-N'Guessan, auront donc sûrement d'humilité pour ces débats? Attention, nous sommes en train de faire couler, nous sommes en train de faire couler le parti. Nous sommes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le sauver? Moi, je peux te céder ma place, ou alors on essaie pour faire bien, on cherche un jeune ou bien un autre, un intermédiaire, une troisième personne qui va prenez en main les rênes du parti et dans l'intérêt de nos militants, nous nous mettons à l'écart ou alors nous nous retirons de la scène. En tout cas, s'ils ne le font pas, on a désormais des militants qui se dressent contre eux. Alors, il va désormais trouver une issue dans les jours à venir au sein de ce parti politique qui date quand même de 1992 et qui est, on va dire, plus que jamais en perte de vitesse. Oui, beaucoup en perte de vitesse, parce qu'il y a Sangaré de son côté qui estimait qu'il ne fallait pas que le FPI aille aux élections, que ce soit présidentielle ou bien les autres consultations municipales législatives, parce que c'était Toubsou Gbagbo. Maintenant, il y a Affi à côté, qui a été longtemps président du Front populaire ivoirien, qui a estimé que même si Gbagbo est en prison, il peut avoir la continuité. Donc, c'est deux tendances. Il faut seulement que c'est un peu comme l'union des populations du Cameroun dans un pays qu'on connaît. Donc, il y a deux tendances. Moi, je ne crois pas que, parce que les idéologies diffèrent. Quand on dit là, il y a ceux qui pensent que malgré que Gbagbo soit à la Cour pénale internationale et Goudé, la lutte doit continuer. La lutte a continué. Effectivement. Et là, c'est le camp de Affi-N'Guessan que ceux qui n'aiment pas le traitent un peu de tout sur les réseaux sociaux. Donc, je regardais d'ailleurs une photo ce matin. On a mis deux photos. On dit que le diable est à côté de. que le Judas est à côté de Jésus. Et puis le Judas, c'était Affi et Gbagbo. Et Gbagbo dit que Affi était toujours près de Gbagbo. Comme ça, il y a le Judas. Mais il y a l'intérêt commun. Il faut une alternative. Voilà, parce que si Affi lui-même voit qu'il n'est plus bien dans le Front populaire ivoirien, qu'il peut lancer son propre parti politique, parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'opposition. Or, ceux de Sangaré ne se réclament pas véritablement de l'opposition, parce qu'ils sont encore l'aile dure du parti. Et ils croient encore que Gbagbo est encore le président actuel de la Côte d'Ivoire. Ils pensent que Simon Gbagbo est encore la première dame de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a tout ce mécanisme. C'est une guerre d'idéologie. Et pour que ça puisse marcher, ce sera difficile. Dans le fond, on l'a vu à le parti de Tshisekedi, où le grand frère ne parle pas, le petit frère. Le fils Félix Tshisekedi qui va d'ailleurs se présenter pour la succession au sein de l'UDPS. Et c'est un peu ça le drame des partis en Afrique. C'est-à-dire que quand il y a un leader, il a un leader historique, lui il ne peut pas la relève. Après lui, c'est quasiment un peu le chaos. Et cela s'est vu dans le parti d'Houphouët-Boigny. Voilà. Et cela va se voir également dans le Zimbabwe, comme on parlait tout à l'heure. J'apprenais aussi que l'ex-première dame va lancer sa formation politique. Donc, encore que l'actuel président, je crois qu'il a créé son parti. Qui sera un peu comme le RDPC qui a été créé sur les il faut quand même... C'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Il faut qu'on apprenne en Afrique ce qu'on appelle la tolérance politique. C'est-à-dire que si quelqu'un ne pense pas comme moi, c'est l'intérêt commun qui doit primer. Et on n'a pas encore intégré ça. C'est l'individualisme qui tue les Africains. D'accord, monsieur, on n'aura pas vu le temps passer. On va donc rendre ces autres unes qui étaient donc disponibles ce matin, parlant de la Côte d'Ivoire. Donc, après l'échec de la médiation à Zurich avec le quotidien d'Abidjan, mauvaise humeur donc à la FIFA et indignation à Abidjan, décryptage donc d'un combat contre la prise en otage du football ivoirien, titré donc ce matin le quotidien d'Abidjan au Burkina Faso avec le quotidien Le Pays revenant sur la fête de la résurrection du Christ selon le pasteur Mamadou Karambiri. Si Pâques est négligé, ce sera grave pour les chrétiens du monde entier. Et puis en Afrique, Gabon, économie était naturellement en ligne, insécurité galopante à Libreville, à la une du journal, quand le phénomène échappe finalement au gouvernement gabonais, reconnaissait donc à sa une le quotidien. Et en parlant de
l'UDPS du côté du Congo avec donc la prospérité. Le successeur donc de Tshisekedi sera donc connu ce samedi, note le quotidien La Prospérité. Et bien par là naturellement, cette fois-ci pour sortir définitivement de cette édition avec donc la prospérité qui nous faisait savoir ce week-end, qui nous faisait donc savoir, qui nous fait savoir ça naturellement que le successeur de Tshisekedi sera donc naturellement connu. Ce sera donc ce samedi et pour boucler la boucle, ce sera donc avec le magazine Horizon Nouveau qui est lui également en kiosque depuis quelques heures, le journal de Pierre Claver Codes. Est-ce qu'on peut l'avoir à la une pour sortir définitivement? Le journal revient naturellement sur les relations bilatérales du Cameroun avec la Chine et nous fait savoir sa une. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, titre dans le journal, tout qu'on aura l'occasion de revenir sur cette grande actualité. Ce sera donc dans le cadre de la grande messe des journaux. Ce sera ce dimanche, donc ce sera naturellement dans le cadre de l'édition. Donc 7 jours en kiosque. On ne reste qu'à vous dire merci d'être venu ce matin, Armand. Ce n'est pas toujours évident de vous avoir. Je vous en prie. Bon, c'est parce qu'on a des obligations communes, donc c'est un plaisir. Et une prochaine fois que vous allez me solliciter, je serai là. Naturellement. Naturellement. Alors, doyen d'âge, merci. Merci et merci surtout à nos téléspectateurs, nos milliers de téléspectateurs qui se font le plaisir d'être avec nous. Et rendez-vous dimanche. Le rendez-vous est donc pris pour dimanche, vous l'aurez compris, ça sera uniquement lorsqu'il sera l'heure dans le cadre de l'édition. Donc 7 jours en kiosque qui traitera naturellement un peu plus en profondeur de ces grandes unes qui ont donc un tout petit peu fait jaser, couler beaucoup d'encre et de salive au courant de cette semaine. Et bien d'ici à là, portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne panafricaine. Bonne journée.